Dans l'une de mes précédentes vidéos, je vous avais déjà expliqué un peu l'introduction de l'application que je viens de créer qui s'appelle FindScholar, qui permet à des étudiants de trouver le professeur particulier sur base de leurs problématiques. Et dans cette vidéo, je vais faire un petit schéma un peu plus clair pour t'expliquer exactement comment j'ai développé cette application et les différents outils qui s'y trouvent à l'intérieur. On peut directement commencer. Donc, moi, mon objectif est assez simple pour le début. Je compte clairement surpasser, je dis bien surpasser Superprof. Et pour surpasser Superprof, c'est pas évident, certes, mais tu vas comprendre pourquoi. Ok, commençons par le commencement. Donc, dès que tu arrives sur FindScholar, tu retrouves déjà la page d'accueil. Donc, l'idée est assez claire ici. Tu arrives sur le site web, soit tu as déjà un compte étudiant, tu peux directement te diriger vers ton compte étudiant, ou si tu es déjà prof, tu peux te diriger vers tes plateformes. Mais je suppose que si tu vois cette vidéo, alors tu ne connais rien du tout à l'application. Donc, comment est-ce que marche l'application? L'application est basée sur de l'intelligence artificielle qui va permettre à des étudiants de poser directement les problématiques, disant j'aimerais apprendre à résoudre des équations différentielles du second ordre. Et l'IA va se charger de trouver le prof qui correspond au mieux à cette problématique. Donc, j'arrive sur la plateforme. Qui suis-je? Je n'ai pas de compte. Et dès que tu arrives sur la plateforme, tu tombes sur ce qu'on appelle une landing page. Dans la page que tu vois ici, ça s'appelle une landing page. Dans une landing page, tu peux la faire de plusieurs façons. Donc moi, je détaille un peu ce que j'ai fait. J'ai développé mon site web entièrement avec du code, c'est-à-dire l'interface visuelle qui est ce qu'on appelle le front-end. Je l'ai développé avec HTML, CSS. C'est pas le plus évident selon moi. Pour faire plus simple selon moi, tu peux faire tout ton front-end avec un logiciel qui s'appelle Figma. Avec Figma, tu vas juste te charger de faire du design. Et une fois que tu fais le design, tu vas directement retrouver le code de ce design que tu peux monter dans ton développement. Ou alors utiliser des outils qui te permettent un peu de développer un peu plus vite comme Next.js. Ça, c'est une librairie de JavaScript qui te permet de développer rapidement. Ou de nos jours, en réalité, il y a plein d'outils IA qui permettent de développer des landing pages facilement, comme Lovable, Cursor. Mais le truc, c'est que à chaque fois, tu devras faire des modifications. Au bout d'un moment, l'IA n'est pas très... il y a beaucoup d'hallucinations dans l'IA, donc elle n'est pas très consistante par rapport aux questions que tu poses. Donc, généralement, on passe plus de temps à développer des sites web avec des IA comme Cursor ou Lovable quand tu veux customiser et avoir un bon rendu que à le faire soi-même. Mais en vrai, un truc comme ça sur Cursor ou Lovable, tu le fais en une seconde. Donc, faire une page comme ça ne vaut que dalle. Après, maintenant, il faut déployer et implémenter et faire du texte, etc. Travailler sur le SEO, mais ça, principalement, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Donc, une fois que tu arrives sur la plateforme, tu n'as pas de statut. Donc, tu vas d'abord créer un compte, tu vas te loguer. Peu importe si tu cliques sur étudiant ou professeur, tu vas te loguer via Google Authenticator, dont je peux te renseigner. Google Authenticator, c'est un outil qui permet de gérer la sécurité d'accès à tes différentes pages. Donc, soit tu peux le coder toi-même en back-end, mais ça prend beaucoup de temps, sachant qu'il y a déjà des outils comme Google Authenticator ou même Facebook Authenticator ou toutes les plateformes qui permettent d'utiliser les API pour t'authentifier. Moi, je suis passé par cette approche-là. Dans mon back-end, je l'ai peut-être pas dit, mais je l'ai développé en Python. Ça, c'est assez rare. Il y a très peu de personnes qui développent en back-end en Python. Donc, la plupart des gens se soit en JavaScript, soit en Flutter ou PHP ou d'autres langages un peu plus orientés développement web. Mais Python, de nos jours, est assez versatile. Donc, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si tu sais développer en Python, concrètement, tu peux tout faire. Donc, moi, mon langage de prédisposition, c'est Python. J'ai appris Python en première année. J'utilise régulièrement Python pour la plupart de mes projets, donc je me sentais beaucoup plus à l'aise de travailler avec Python parce que la syntaxe, je l'avais déjà. Les méthodes, je les connaissais la plupart des méthodes, je les connaissais déjà. Définir des fonctions, des classes, euh, des boucles de flow, etc. Les boucles if, for, machin, tout ça. Ça, je connaissais déjà pas mal. Il fallait juste rajouter un peu plus de connaissances en développement web, un peu comme des librairies comme Flask. Donc, tout ce qu'il fallait connaître, c'était Flask, qui est la librairie qui permet de connecter un back-end et un front-end. Supposons que tu te logs et au début, tu es juste un user et tu veux commencer à utiliser la plateforme. Donc, dès que tu es sur la plateforme, tu peux directement commencer la recherche d'un professeur particulier. Mais ça, on va y revenir. Donc, supposons que tu es user, tu veux chercher un prof, ça, tu peux le faire. Ou alors, si tu es quelqu'un d'assez structuré, tu vas d'abord prendre le temps d'arriver sur la plateforme et pas directement de faire de la recherche, mais de dire, OK, moi, je suis étudiant et je vais d'abord créer un compte étudiant pour faire les choses proprement.
Donc, si tu crées un compte étudiant, donc si tu vas demander étudiant yes ou no, si c'est oui, tu es étudiant, si c'est non, tu peux être professeur. Donc, commençons avec les étudiants, priorité aux étudiants. Tu es étudiant, tu t'inscris, donc on ne demande pas beaucoup d'informations, ton nom, ton prénom, ton adresse email et tes intérêts. Fin de l'histoire, c'est tout ce qu'on demande. Ensuite, tu vas aller dans le moteur de recherche qui ressemble à ça. Tu vas te rendre dans le moteur de recherche, tu vas décrire ton défi d'apprentissage. Moi, je conseille à la plupart des gens d'être le plus explicite possible. Vraiment, détaille au maximum ce que tu veux. Tu dis, je suis un étudiant en première année à l'école polytechnique de Bruxelles. J'ai des difficultés en analyse numérique ou en analyse classique. Et j'aimerais apprendre à résoudre des équations du second ordre. Mais cependant, je connais plus ou moins la méthode comment on appelle ça, trouver les valeurs probes de ton équation de caractéristiques, mais j'ai un peu du mal avec des équations différentielles non homogènes quand il faut trouver des solutions particulières. Vraiment, détaille au maximum parce que ça va énormément aider l'algorithme à trouver le professeur qui te correspond au mieux. Et c'est également pareil pour les professeurs, détailler au maximum ce que vous savez faire. Parce que plus tu es spécifique sur ce que tu sais faire, plus l'étudiant est spécifique sur ce qu'il veut, alors c'est encore beaucoup plus facile de vous matcher ensemble. Ça, c'est vraiment très intéressant. Après, maintenant, ce que moi je vais faire, c'est je vais rendre la sélection va apprendre en fait. Donc, apprendre dans quel sens? Plus les gens posent des questions, plus il y a des matchs, et si les matchs sont validés, alors l'IA va se dire que pour ce type de questions, il y a des profs qui répondent au mieux à ça. Et en faisant ça, en fait, ça va accélérer je le dévoile en public parce que voilà, moi je dis clairement, si quelqu'un veut copier mon idée, tu peux clairement le faire. J'en ai complètement rien à foutre. Donc, si tu veux même, tu peux m'envoyer un message et je t'envoie le code de mon application. Ça m'est complètement égal parce que le plus vrai travail, ce n'est plus aujourd'hui, développer un site web, créer du code, pour moi, ça n'a plus beaucoup de valeur. La véritable valeur, c'est ce que je fais maintenant. C'est la confiance que les gens auront dans l'application et le retour d'utilisation. Parce que personne ne pourra créer la même application que moi. Tu pourras même avoir l'idée, tu pourras même avoir mon code, mais après, ça va être difficile à gérer. Si je t'envoie mon code, tu pourras pas le comprendre clairement. Tu veux le copier, let's go. Donc, qu'est-ce que je disais? Je disais ceci, c'est, donc, j'explique un peu peut-être comment ça marche. Tu imposes ta problématique. Donc, moi, dans mon code, le texte que tu vas imposer va se transformer en fonction objectif avec des différents paramètres qui vont être extraits encore par une IA. Donc, par exemple, je prends quelques exemples de paramètres. Donc, par exemple, si tu poses un problème comme ça en maths, une variable va par exemple être le niveau en mathématiques, une autre variable va par exemple être les connaissances que la personne en la résolution des conditions différentielles, un autre, une autre variable va être par exemple le fait que la personne a déjà donné beaucoup de cours à l'école secondaire, un autre paramètre peut être le fait que le professeur est assez patient. Par exemple, moi, une qualité que j'ai, c'est que je suis assez patient. Je rebondis rapidement sur des questions et j'essaie rapidement de m'adapter au niveau d'apprentissage des élèves. Ou alors peut-être que moi j'aime plus des problèmes un peu plus basiques. Donc il y aura plein de paramètres comme ça qui vont être extraits. Et ça, on appelle ça des variables de décision d'une fonction objective. Mais la deuxième chose à faire, c'est que si je ne me base que sur ça, bah, il y aura un champ de professeur qui va être beaucoup trop large. Du coup, je vais un peu imposer quelques contraintes par rapport à ça. Et les contraintes assez simples, ça va être par exemple le taux horaire minimum. On va prendre des profs qui ont au minimum par exemple 50 euros et pas plus. Et je vais les ordonner par le prof. Au début, je vais les ordonner par le prof qui a le tarif le plus moins cher, mais c'est pas intéressant parce que si tu as déjà dit que au minimum j'aimerais avoir 50 euros, ça veut dire que tu es vraiment prêt à avoir des profs à 50 euros. Et pour toi, que ce soit 30, 40, 20, c'est pas important. Mais vraiment le tarif qui t'arrange. Si tu dis maximum 10 euros, mets ton maximum 10 euros. Si tu dis maximum 15, il faut mettre maximum 15. N'aie pas peur, il y aura des profs qui ont ce tarif-là. Moi, par exemple, moi, j'ai décidé de mettre mes tarifs à maximum 25 euros parce que je me dis, payer plus que ça, c'est un peu trop. Sachant que 25 euros de l'heure, c'est un peu beaucoup pour la plupart des élèves. Des fois, je dis seulement à 20, à 15. Pas parce que je suis con, mais parce que je me dis, voilà, les cours particuliers, ça coûte très cher. Vu quand je regarde le retour que les gens ont par rapport à ça et au service que je donne, je me dis que entre 15 et 20 euros, c'est assez raisonnable. Ensuite, tu peux spécifier le nombre d'expériences minimales. Un an d'expérience, 3 ans, 5 ans, plus de 10 ans. Tu spécifies bien sûr le pays et la ville. Mais ça, c'est pas très intéressant. Donc, tu peux spécifier ça. Si tu veux des personnes qui sont en ligne, alors tu pourras avoir des personnes dans tous les pays du monde. Mais ça, j'ai pas
laisser ça faire comme ça. Parce que je me suis dit que la méthode d'apprentissage d'un pays à l'autre n'est pas forcément la même. Bon, par exemple, si tu fais des cours en Belgique, bah, tu n'aimerais pas avoir des profs aux États-Unis, même si tu demandes des cours en ligne, tu vois. Donc, moi, je me dis, restons, que chaque personne reste dans son pays, même langue, même culture, même façon de parler, etc., etc. C'est beaucoup mieux pour tout le monde, selon moi. Après, si vous avez des suggestions, si je devais rendre la plateforme super internationale, si je veux un prof de maths, si tu veux un prof de maths, que tu veux des cours en ligne, tu t'en fous du pays où ils se trouvent, s'ils sont en Inde, au Japon, je sais pas quoi. Et du coup, ça va rendre des choses super compliquées parce que si les professeurs qui répondent au mieux à ta problématique sont que des Japonais et toi tu veux pas avoir des Japonais ou que des Indiens, donc je devrais rajouter une case peut-être pour spécifier est-ce que tu veux avoir un prof qui est dans le pays où tu es. Bon, c'est pas grave. Préférence de langue, c'est important. Tu aimerais avoir un prof qui parle la même langue que toi, dans anglais, français, japonais, je ne sais quoi. Ok. Et une fois que tu fais la recherche de prof, tu vas envoyer ça dans la base de données. Et ce que la base de données va faire, ça va analyser le profil des professeurs. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau des professeurs? Donc, si tu es professeur, tu vas d'abord remplir tes informations sur le site web. Tu vas être enregistré dans la base de données des profs en attente. Donc, moi, j'appelle ça Teacher Waiting List. Une fois que tu es dans la base de données des profs en attente, je vais moi-même, personnellement, tout seul, faire la vérification de chaque profil. Actuellement, j'ai plus de 30 profils encore à vérifier. Donc, imagine-toi à quel point c'est difficile de vérifier que le CV est dans les normes parce que l'IA ne pourra pas prendre tout et n'importe quoi. Je dois vérifier que la photo de profil est dans les normes. Je dois vérifier que tout a été bien rempli. Je dois vérifier aussi que c'est pas un fake compte. Je dois vérifier que ce qu'il raconte sur son CV, c'est pas faux. C'est un peu une vérification au cas où. Comme ça, moi, j'aimerais bien avoir des très bons profs sur ma plateforme. Et c'est pour ça que je fais la prospection des profs sur des plateformes comme LinkedIn ou sur ma chaîne YouTube où je sais qu'au minimum, il y aura des professeurs qui sont sérieux. Et je vais pas juste aller démarcher à l'extérieur ou demander à des gens de ramener des... Bon, ça aussi, je fais demander à des gens de ramener des gens parce que je sais que ces gens-là sont au minimum un peu compétents. Donc, une fois que tu fais ça et que je vérifie ton dossier, que j'ai validé ton dossier, tu peux rentrer dans la belle et magnifique base des professeurs. Et l'interface des professeurs ressemble à ça. C'est plutôt balèze, hein. Tu as ton nom, ton adresse email, ta spécificité, le nombre d'étudiants que tu as, le nombre d'apparitions que tu as et ta réalisation de la semaine. Par exemple, ici, moi, j'étais le meilleur professeur à Tokyo. Bon, après, ça, c'est un compte fake. Tu peux modifier ton profil. Tu peux voir les demandes d'étudiants, tu peux voir les messages, tu peux voir les stats. Tu peux également voir les étudiants que tu as en demande. Donc, si un étudiant t'envoie une demande, tu peux voir sa demande. Et tu peux voir, donc tu vas recevoir aussi également par email une notification d'une demande. Et dans cet email-là, tu verras bien la problématique que l'élève a posée. Dans la même problématique qu'il a posée ici, que tu vas voir exactement cette même problématique, mais par email, pas sur la plateforme. Pourquoi pas sur la plateforme? Parce que ça me demandait de stocker tout ça et stocker une information aussi était même pour moi. Ça me coûte cher en base de données. Voilà, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. Tu peux également voir tes stats, tu peux également voir la croissance des étudiants que tu as, tu peux voir ta note moyenne, tu peux voir ton classement par pays et par ville. Et tu peux également, donc une fois que tu acceptes, une fois que tu acceptes la demande, donc, tu reçois la demande, tu prends le temps vraiment d'analyser. Est-ce que je peux, déjà que l'IA s'est chargé de te mettre en correspondance avec un élève qui te correspond au mieux. Et ça, c'est super pratique parce que sur des plateformes comme Superprof, bah, c'est l'élève qui choisit le professeur et il ne sait pas à chaque fois si le professeur est apte à pouvoir l'aider. Donc, dans la plupart du temps, tu reçois une demande, tu regardes la demande. Des fois, la demande de l'élève n'est pas claire. Il y a juste certains élèves qui disent, je suis en première année, j'aimerais avoir des cours de stats. Mais attention, tout le monde n'a pas les mêmes cours de stats partout, tout le monde n'a pas les mêmes cours de maths. Et toi, tu acceptes la demande, tu pars chez l'élève, tu fais 1 heure d'essai gratuite, et tu te rends compte qu'à la fin, bah, tu pouvais pas l'aider. Tu as perdu 1 heure, l'élève a perdu 1 heure, il a dépensé 49 €, il doit retourner sur la plateforme pour rechercher un autre prof. Moi, je te garantis qu'avec Superprof, chaque connexion sera parfaite. Donc, il n'y aura pas cette histoire de trouver un autre prof. Ça va vraiment être, tu trouves un prof et ça va être vraiment le prof idéal. C'est vraiment ma philosophie de mettre en correspondance les étudiants avec le professeur idéal. Et pour moi, un professeur idéal, c'est un professeur qui répond à une problématique. Parce qu'en réalité, on ne recherche pas un professeur,
on recherche de l'aide sur une problématique spécifique. Je ne cherche pas un prof de maths, je cherche à apprendre à mieux résoudre des équations différentielles. Je ne cherche pas forcément un prof de maths, mais des fois je cherche un peu un petit réconfort, une motivation. Donc c'est vraiment ça, il faut nuancer un peu les termes. Et la plupart des plateformes ne l'ont pas compris. À l'école aussi, on n'a pas vraiment compris. À l'université, on n'a pas non plus compris. Moi, quand je pars à l'université, c'est pas pour voir un professeur, mais c'est pour apprendre une matière, pour me débloquer de certaines choses. Et si je me rends compte que je passe 2 heures à ne pas être débloqué ou à ne rien apprendre, bah, ça ne m'intéresse pas. Je veux pas savoir si c'est pour avoir un PhD, s'il a 14 PhD, ou s'il a fait 14 articles, ou s'il a un prix Nobel. Ça m'intéresse pas vraiment. Je veux apprendre quelque chose, je veux me débloquer de quelque chose. Pour moi, le temps est super précieux. Je valorise et je chéris énormément le temps. Je trouve que on n'a pas beaucoup de temps dans la vie. Ça sert à rien de perdre autant de temps à faire des trucs stupides. C'est pour ça que moi, je suis accro à l'optimisation. Moi, mon objectif dans ma vie, je le dis souvent, c'est d'optimiser ma vie à la seconde près. Je déteste perdre de temps. Je déteste dépenser mon temps inutilement. J'essaie toujours un peu de prévoir. Je suis ouvert aux inattendus. Donc, même sur ma plateforme, tu gardes quand même l'esprit que tu peux avoir des inattendus. Peut-être tu vas pas trouver le bon prof, mais voilà. Dans la recherche de l'optimal, on peut tomber dans ce qu'on appelle des maximums locaux ou des minimums locaux où c'est pas vraiment le prof le plus idéal parce que l'algorithme n'est pas allé plus loin dans la recherche. Mais je vais essayer d'éviter un peu des trucs comme ça. Si toujours dans la plateforme du professeur, tu pourras rentrer dans tes... Bon, là, tu vas voir tes demandes en attente. C'est ici, par exemple. Euh, non, ça, c'est la plateforme de l'étudiant où l'étudiant voit les demandes qu'il a envoyées. Par exemple, il a envoyé 2 demandes à Tipril, il a accepté, et ici, par exemple, il est en attente. Et si tu peux envoyer autant de demandes d'un prof que tu veux, mais bon, si tu as déjà contacté un prof, je pense que si après tu fais un cours de chimie, tu vas dire, ah, tu donnes un cours de chimie, ah, tu donnes un cours de physique. Sinon, tu pourras faire d'autres demandes à d'autres profs. Et si tu pourras, voilà, s'il accepte, tu vas voir en fait son beau profil. J'adore cette page, c'est trop beau. Il y a le rose, le vert, c'est vraiment très bien designé. Et tu pourras ouvrir un chat. J'ai même pas mis des screenshots de chat, mais il y a bien évidemment un chat. Je l'ai mis peut-être un peu plus loin. Tu peux également chatter avec le prof. Je pense que je l'ai pas mis, mais bon, c'est pas grave. Tu pourras chatter avec le prof et ainsi de suite. C'est comme Messenger ou comme WhatsApp ou comme tout système de chat classique. Tu envoies des messages, je reçois. Juste qu'il n'y a pas des emojis, pas rajouter des emojis ou rajouter des fichiers. Ça, par contre, j'aurais pu peut-être permettre à les gens de rajouter des fichiers, parce que souvent, quand tu as des cours particuliers, tu aimerais un peu voir le cours à l'avance, tu as quoi comme matière, tu as quoi comme sujet, mais après, tout ça, c'est fait généralement par mail. Si ça vous intéresse, si vous êtes chaud, dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait de pouvoir envoyer des fichiers à des profs sur la plateforme pour ne pas peut-être donner accès à votre adresse email, ce qui est déjà fait à l'occurrence ici, et même le numéro de téléphone pouvez me le dire si vous voulez. Comme ça, vous n'avez plus vraiment besoin de communiquer votre adresse email et juste communiquer peut-être votre numéro de téléphone à la limite, ou même plus le téléphone d'office parce qu'il faut s'appeler au minimum, mais peut-être plus l'adresse email. À vous de voir. Ok. Hum, où est-ce qu'on en était? Ok. Concrètement, c'est un peu. Je pense qu'on a fait le tour. Non, on a fait un peu le tour. On a fait un peu. Ah, je vous ai pas montré comment les résultats s'affichaient. La vidéo n'est pas vraiment en ordre. Je sais pas pourquoi je sais pas organisé. J'ai trop un freestyle guy. Donc quand tu fais la recherche, en fait, tu auras tous ces professeurs qui vont être proposés. Et c'est ensuite, après ça, que tu pourras cliquer sur démarrer une discussion. Ok, chose que j'ai pas dit. Chose que j'ai pas dit, c'est que pour pouvoir contacter un professeur, ce n'est pas gratuit. Tu devras payer un paiement unique qui est un peu comme un abonnement de 15 euros par mois. Pourquoi je dis 15 euros par mois? Parce que par la suite, il y aura des nouveaux outils qui vont être développés en plus sur la plateforme. Et c'est là où je me différencie des super profs. Donc, qu'est-ce que je compte développer comme outil? Je compte développer un générateur de vidéos éducatifs du niveau de Tree Brown OneBlue. Donc, si tu veux savoir c'est quoi Tree Brown OneBlue, pars sur Internet, tu tapes Tree Brown OneBlue, et tu verras les types de vidéos qu'il propose. Moi, je compte développer un outil IA qui génère des vidéos à ce niveau de qualité-là. Je suis en cours de développement. Potentiellement, je suis sûr que ça va marcher à la fin. Il me faudra quelques mois, mais je suis certain que ça marchera. Et je vais également générer des générateurs d'images illustratifs dans une réponse de chat. Par exemple, quand je regarde ChatGPT, que tu poses par exemple une question, ChatGPT ne te retourne que du texte. Que du texte en maths, deux fois ça va encore. Mais dans des cours comme en physique, ou de fois en physique, la plupart des problèmes sont fortement reliés à des schémas.
Par exemple, si je te donne un exemple de mécanique, bah, tu pourras pas le résoudre qu'avec des formules. Tu vas faire un diagramme des corps libres, représenter les forces, les systèmes, etc. Et ça, ChatGPT ne le fait pas. Et aucune IA ne le fait. Pourquoi? Parce que je le dis souvent un peu à certains amis, les IA sont entièrement développées pour pratiquement trois types de profils. Les développeurs, donc ceux qui codent et qui développent, les créateurs de contenu. C'est pour ça que le système de texte est aussi puissant parce que ça travaille beaucoup sur ce qu'on appelle du copywriting. Donc les IA sont à fond sur du copywriting, génération de texte pour écrire des blogs, des articles, des posts, etc. ou des rapports. Et aussi pour des gens qui font du business. Donc, par exemple, ChatGPT a beaucoup d'outils d'analyse des données, de compréhension de problèmes, etc., etc., genre système marketing, etc., tout ça. Donc c'est vraiment plus pour développeurs, créateurs de contenu et des gens qui font un peu du business ou pour des entreprises. J'ai vu plus pour les un peu business, c'est vraiment pour des entreprises. Parce qu'après, si tu fais du business un peu débutant et tout, tu pourras pas te payer des IA. Donc, tu as débuté quand tu as des abonnements à 2000 euros, 1000 euros par mois. Tout le monde dit, ah, c'est la folie, je pourrais jamais acheter ça, mais clairement, dépenser 1000 euros par mois sur une IA peut, dans certains cas, être plus rentable que de prendre un ingénieur, par exemple. Quand tu prends un ingénieur, en disant un développeur web, tu vas le payer, l'entreprise va dépenser 5000 euros peut-être sur cette personne. C'est vrai qu'après, l'employeur reçoit 2500, mais l'entreprise débourse 5000 euros. Et généralement, la plupart des cas, ils ne font pas grand-chose. Aujourd'hui, on vit dans la Gen Z, où les gens postulent pour des emplois, ils boivent juste du café, ils font rien d'intéressant, ils vont gréver, ils vont manifester, ils vont rien faire de trop ouf. Et ça commence à casser les couilles à la plupart des entreprises. Ici, on a des alternatives comme des IA qui peuvent remplacer des ingénieurs, des développeurs. Moi, clairement, j'ai pas envie de recruter beaucoup de personnes dans mon équipe. Moi, je me dis, c'est maximum 5 personnes. Si je veux développer cette application un peu plus loin, c'est maximum 5 personnes. La plupart des gens ne sont pas vraiment motivés. Et vu comment l'IA avance, il faut être ultra compétitif. Il faut être ultra performant, ultra compétitif. Il faut produire énormément. Sinon, je dis déjà, tu vas te faire dépasser d'ici quelques années. Donc ne te repose pas sur tes lauriers parce que les temps changent. Les compétences qui sont demandées maintenant sont plus les mêmes qu'avant. Et c'est pour ça que j'ai créé Fancola pour aider le maximum de personnes à pouvoir se développer le plus rapidement possible. Donc, après ça, j'aimerais également créer un tableau collaboratif. Un peu comme le tableau où je suis, ça c'est Miro. Donc Miro, c'est un flop parmi les SaaS parce qu'en fait, c'est une entreprise qui ne vaut plus que dalle. C'est une entreprise qui est valorisée à des milliards, Miro, mais elle ne produit pas d'argent parce que son système de paiement est pourri. Il y a personne qui paye Miro. Ils ont fait beaucoup trop de levées de fonds par rapport à ce qu'ils produisaient. Donc, il y a beaucoup trop de choses, mais c'est pas le but de la vidéo ici. Je suis pas là pour clasher Miro. Donc, je compte faire également un tableau interactif. Dans du style, tu écris une équation comme ça, par exemple 2x au carré plus 3x moins 2 est égal à 0. Et tu demandes à l'IA de résoudre cette équation. Par exemple, moi, je trouve que c'est beaucoup plus facile d'avoir un tableau interactif comme ça que de tout le temps faire des prompts. Parce qu'il y a des problèmes qui ne se retrouvent pas forcément avec des prompts. Tu pourras faire un schéma, tu pourras dire, j'ai une pendule, comme ça, j'ai une personne qui tire sur la pendule avec une source F, j'ai un angle, machin, trouve la masse, machin, les trucs. Tu pourras faire des schémas, tu pourras mettre libre, et tu auras l'IA aussi sera là dans le tableau interactif, en train tu auras genre l'IA qui dit, chercher réseau, tu dis, X est égal à, je sais pas quoi, 3 demi. Et l'IA dit non, ça c'est faux, tu devais faire ça. Vraiment, tu collabores avec l'IA. Et je l'ai pas dit, mais moi, mon idée, c'est vraiment de réduire au maximum la frontière entre l'humain et l'IA. Pas de fusionner l'IA, bien sûr, mais de pouvoir communiquer le plus facilement avec l'IA. Parce que je regarde aussi beaucoup la prédiction des Sam Altman, euh, Jensen Huang, Zuckerberg, en fait, c'est de se demander, parce que actuellement dans le monde, il y a vraiment on va dire des gens qui dirigent l'IA dans vraiment des grosses têtes de l'IA, OpenAI, DeepSeek, Meta IA, tous ces géants. Et maintenant, nous, la plupart des gens, où est-ce que la plupart des gens doivent se positionner? Est-ce que tu vas te positionner comme créateur d'IA, donc créer ta propre IA, c'est difficile, tu dois avoir plusieurs millions ou milliards même, OpenAI dépense 1 milliard par an. Même DeepSeek qui a été développé facilement, c'est quand même plusieurs millions. Moi, honnêtement, j'ai pas des millions. Si j'avais des millions dans mon compte, je serais pas une vidéo YouTube actuellement comme ça, je serais quelque part sur le soleil en train de profiter de ma vie. Donc, j'ai pas autant d'argent la plupart des gens n'ont pas autant d'argent pour se positionner au niveau des grosses entreprises.
Donc, c'est quoi l'alternative? Donc, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te placer comme intermédiaire. Donc, tu peux être l'intermédiaire entre ces grosses boîtes de production d'IA et le grand public. Et l'intermédiaire, c'est quelle solution est-ce que tu pourras proposer quelle solution IA tu pourras proposer ou peut-être améliorer. Et proposer, la plupart des gens voient ça un peu comme dit oui, tu vas juste utiliser les outils IA, proposer aux gens, mais c'est extrêmement difficile. Parce qu'aujourd'hui, il y a l'IA, mais c'est extrêmement difficile de savoir à quoi va servir cette IA. C'est un peu le même problème que, par exemple, l'informatique quantique, par exemple. En informatique quantique, il y a plein de belles promesses. On pourra faire des calculs plus rapidement, on pourra faire des calculs en parallèle, on sera plus limité par la taille des données, etc., superposition, et machin, tout ça. Oui, ok, c'est bien beau, mais quelles sont les applications, par exemple, par rapport à ça? Où est-ce que les gens vont se positionner? Parce qu'il y aura des gens qui vont faire des ordinateurs quantiques, il n'y aura même pas une centaine, il y aura juste peut-être 3 ou 4 boîtes maximum. Il n'y aura pas beaucoup d'ordinateurs quantiques, ça va pas être super accessible au public. Il faudra un peu diluer ces outils très avancés. C'est un peu comme l'IA. Pour moi, l'IA, c'est encore un outil qui est très dense et l'idée, c'est vraiment de diluer ça au maximum aux gens. Donc, si tu n'es pas très avancé scientifique, genre tu n'as pas fait des cours super avancés en IA, même ceux qui font l'IA à l'université, pour moi, c'est un peu bullshit parce que pour faire vraiment de l'IA, vraiment, il faut faire minimum un PhD, il faut vraiment être super avancé pour super bien comprendre les algorithmes. On va t'apprendre un peu des petits algorithmes de régression linéaire, random forest, Camille, du clustering à l'université, mais bon, c'est de l'amusement, quoi. La vraie force de l'IA, c'est vraiment sur des calculs super, sur vraiment de l'optimisation des calculs, sur vraiment paralyser les calculs, sur comment ça, comprendre bien les algorithmes, entraîner les données, travailler sur la data, réduire la dimension des variables, aussi, par exemple, on oublie que ok, l'IA, ça travaille sur des data centers, donc il faudra forcément des gens qui vont construire des data centers. Ça, il faudra par exemple des ingénieurs physiciens comme moi. Les data centers travaillent à des fréquences optiques, donc vraiment c'est des ordinateurs purement optiques où tous les calculs s'est fait un peu plus ou moins en optique. Donc, si tu fais un ingénieur physicien comme moi, bah, dans le futur, tu te feras beaucoup d'argent parce que quand tu fais les prévisions de construction de data center, ça va être de plus en plus demandé. Et qui dit data center dit énergie, du coup il faudra beaucoup d'énergie pour supply ces data centers. Et quelle est l'énergie qui est assez qui est assez facile à mettre en place, facile à mettre en place, mais qui est assez, comment dire, pilotable, le bon mot, qui est assez régulable, qui est assez constant, c'est l'énergie nucléaire. Il faudra faire ce qu'on appelle des petites centrales nucléaires, en soit des SMR, pour pouvoir donner, en français, c'est quoi? Supply, c'est quoi? Fournir, oui, pouvoir fournir de l'énergie à ces centres de données. Du coup, il faudra encore des gens comme moi, des ingénieurs physiciens pour faire des centrales et tout ça. Et aussi, qui dit base de données, centre de données, qui dit ordinateur puissant. Et la plupart des ordinateurs, c'est vraiment de la physique du matériau, la physique des semi-conducteurs, encore beaucoup d'optique. Il faudra encore des ingénieurs physiciens. Et pour être ingénieur physicien, qu'est-ce qu'il faut? Bah, tu peux aller sur Sciences Po là et trouver un professeur qui peut t'aider à t'améliorer en maths et en physique. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, où est-ce que j'en étais? J'en étais à surpasser super prof. Donc, déjà, le système de recommandation des profs, ça dépasse largement super prof. Et je compte générer également des outils en plus. Donc, comme je dis, générateur de vidéos, générateur d'images illustratives, tableau interactif. Aussi, je compte développer un tuteur IA. Je compte développer un second cerveau. Actuellement, je suis en train de me cloner. Je suis en train de faire un clone de moi-même où je le fit avec tous mes connaissances. Chaque jour, je prends des notes. C'est ce que j'ai appris, c'est ce que je connais. Et tous les jours, je donne ça à l'IA. Je donne tous mes vidéos, j'entraîne l'IA sur mes vidéos. Et moi, mon objectif, c'est que dans 2 ans, j'aimerais me cloner complètement. J'aimerais avoir un clone de moi qui va générer les vidéos, faire les vidéos sur YouTube, et m'en faire plein de trucs en parallèle. Et pendant ce temps, moi, je vais disparaître et aller en forêt. Pas dans 2 ans, peut-être dans 6 ans, parce que j'aimerais bien faire un PhD avant. J'aimerais faire un doctorat parce que j'aime bien la physique et la recherche. Je ne me voyais pas faire des trucs comme ça. Développer, faire des applications, faire des vidéos YouTube, c'est pas ma passion top 1. Ma passion top 1, c'est la physique. J'ai un gros livre de Quantum Field Theory. Parce que j'aime bien la mécanique quantique. J'aime bien la mécanique quantique et je me dis, j'adore ça, j'aime trop la mécanique quantique. J'aime apprendre les phénomènes, des trucs comme ça. J'aime beaucoup l'optique aussi. Mais ça, c'est ce que j'aime. Mais il faut des fois dissocier ce que tu aimes vraiment et ce que tu aimes faire. J'aime apprendre ça. Mais je me vois pas trop dans la communauté des gens qui font du quantique. Je sais pas. J'aime bien apprendre la mécanique quantique, pas plus. Et j'aime bien développer les applications comme ça, les présenter, aider des gens, faire des vidéos aussi en maths. Ça, j'aime bien, hein. J'aime bien aider les gens, c'est ça.
C'est toujours satisfaisant. Je sais pas pourquoi. C'est une drogue pour moi d'aider des gens. On verra bien. Voilà. Donc, je pense que ce sera tout pour cette vidéo. Je ne vais pas la rendre beaucoup plus longue que ça. J'espère que tu auras aimé. Je ne vais pas te demander de t'inscrire comme professeur parce que je pense que si tu es intéressé, tu le feras. Je ne vais pas non plus te demander de aller trouver un professeur particulier parce que si tu t'es vraiment intéressé, tu le feras également. C'était Djibril. Ciao. Je vais changer de page pour couper la vidéo. C'était Djibril. Ciao.